Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est en 2007, le Tchernobyl de la finance. Paradoxalement, dans le monde financier, la faillite de Lehman Brothers, c'est là où nous, la crise des subprimes, sont des répliques. C'est des effets secondaires, à la limite, de la crise centrale. Et la crise centrale, c'est une crise qui apparaît en 2007 et qui est la grande crise du Libor, qui est en fait un taux qui est la structure de base, en gros, des échanges entre les banques, des financements interbancaires, où en fait, à l'été 2007, les banques qui se refinancent toutes entre elles en permanence via le marché du Libor, ce marché s'est asséché d'un coup. C'est-à-dire que les banques n'étaient plus capables de se refinancer, et une banque qui n'est plus capable de se refinancer n'est plus capable d'avoir un bilan, et si elle n'a plus de bilan, elle n'est plus capable de mettre un montant à côté d'un compte en banque. Votre compte, le mien, peut-être vous avez 10 000 euros sur un compte en banque, mais en fait il n'y a plus 10 000 euros, il y a peut-être 7 000, il y a peut-être 3 000, il y a peut-être 0, elle n'est pas capable de dire ça. Et donc, quand vous avez tout d'un coup ce marché interbancaire qui est le cœur nucléaire, vous parlez de Tchernobyl, qui en l'occurrence s'arrête, mais Tchernobyl c'était un peu pareil, hein. Tchernobyl ça a commencé par s'arrêter avant d'exploser, et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, depuis ce temps-là, on fait monter de la pression pour essayer que les banques, forcer les banques à s'échanger entre elles, forcer la liquidité, on force la liquidité, en rajoutant toujours plus de fausses monnaies, et du coup en rajoutant toujours davantage au problème. Alors la Fed a développé ce quantitative easing, c'est donc de rajouter, on va dire, des devises pour essayer d'éponger, on va dire, ces pertes, pour masquer ces pertes, pour mâcher les effets secondaires, on va dire, de cette crise. Et pourtant, on a l'impression que ça suffit, mais quelque part, vous êtes en train de dire que ça n'a pas suffi. Ça a suffi à remettre un couvercle sur le problème, et du coup à le laisser en fait gonfler en dehors des regards. Le problème de fond, le problème de base, qui est à une simplicité presque confondante, le problème de base est qu'on est en système capitaliste. Un système capitaliste, eh bien, le capital est roi et le capital demande un profit. Nous sommes dans un système qui n'est plus assez profitable pour le capital, et à défaut d'être profitable, eh ben, vous êtes obligé de rajouter toujours du capital pour faire semblant. Pour le dire autrement, on ne produit plus assez de richesses réelles dans l'économie par rapport à la fiction financière. Vous avez une fiction financière qui repose sur le crédit. À chaque fois que vous prenez un crédit pour votre maison, eh bien, vous promettez que vous allez créer une richesse future en travaillant. Quand vous prenez un crédit à la banque, vous allez rembourser ce crédit, vous allez le rembourser en travaillant. Et donc, toutes ces promesses de richesse future, depuis très longtemps, ne sont absolument intenables. Aujourd'hui, si on voulait commencer à rembourser nos dettes, ça serait... C'est même pas en rêve, on n'y arrive même pas. Et du coup, en fait, comme on a cette divergence radicale entre la réalité et la promesse, eh bien, il y a un moment, c'est-à-dire que ça va forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va forcément se réconcilier, soit par le bas, vous avez une espèce d'effondrement, soit par le haut, là vous arrivez dans les épisodes d'inflation, d'hyperinflation. Et il y a quand même un troisième scénario, que moi j'appelle un peu le scénario soviétique ou orwellien, le scénario orwellien, où en fait vous essayez de tout geler, et au final vous finissez, vous supprimez la monnaie. C'est-à-dire qu'à force de faire migrer les risques, ce qu'on a fait en 2008, en fait, on a fait migrer les risques qui étaient dans les banques commerciales dans les banques centrales. Et là, on continue de les faire migrer encore plus, en vous disant à chaque fois, une banque centrale ne fait pas faillite. Bien sûr que si, qu'une banque centrale, ça fait faillite. Sauf que, on dit, la banque centrale ne fait pas faillite parce qu'elle imprime toujours plus de monnaie. Bon, bah oui, mais sauf qu'à un moment, quand votre monnaie vaut plus rien, c'est ça le risque, c'est que vous ayez détruit votre monnaie. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de détruire notre monnaie, radicalement. Et soit, effectivement, on revient à un étalon or, ce qui n'est pas le truc le plus simple. En tout cas, s'il se fait aujourd'hui, après, ça serait un étalon qui serait plutôt sous l'égide de la Chine, parce que c'est eux qui ont les réserves d'or monétaires. Soit, on se passe de monnaie. Dans 1984, dans Orwell, il n'y a pas de monnaie. Vous avez que des espèces de rationnement. Vous avez le droit à votre ration de chocolat, votre ration de lame de rasoir. C'est les exemples qui sont dans le bouquin. Et on peut arriver à ça. Et les monnaies numériques de banque centrale, qui est un des sujets importants du moment, permettre ça. Une monnaie numérique de banque centrale, c'est une monnaie programmable, c'est-à-dire qui va vous permettre, vous pouvez avoir 10 000, 100 000 euros sur votre compte en banque, si votre monnaie vous dit que vous ne pouvez pas consommer plus de 300 grammes de viande cette semaine, parce que sinon c'est pas bien pour votre CO2, pour l'ours blanc, pour ce que vous voulez, en fait c'est plus une monnaie programmable, ça s'appelle juste un carnet de rationnement géant.
Alors, fonds propres. les ratios de fonds propres, ça c'est BAL 3, donc il y a tout un tas de critères qui sont là pour faire en sorte que les banques aient un minimum. Pendant très longtemps, en fait, quand on a fait la dérégulation, la déréglementation à partir des années 80, on s'est dit que le secteur allait s'autoréguler. Je sais pas, on se souvient peut-être d'Alain Minc qui passait sur les radios au début 2008 pour dire que la crise était derrière nous parce que le secteur financier était un secteur autorégulé et que c'était une machine absolument magnifique. Vous avez Sandy Veil, le patron assez mythique de Citigroup, Sandy Veil, c'est Citigroup, qui était la cheville ouvrière de la fin de la loi de séparation entre les banques d'affaires et les banques de détail, qui aux États-Unis donc a eu lieu à la fin des années 90. Après 2008, Sandy Veil a dit publiquement c'est une erreur, c'est une faute qu'on a faite. Donc on avait un secteur qui était dérégulé. On s'est dit, tiens, on va le réglementer à nouveau. Donc, pour la preuve par l'exemple, c'est que vous avez Crédit Suisse qui, un jour, vous dit, on est conforme à tout. Les stress tests, on fait comme si. C'est comme si on faisait un scénario dans lequel la banque est attaquée et on fait tourner les moulinettes et on voit ce qui se passe. On fait, c'est un exercice, c'est un jeu, c'est un serious game. Et donc les stress tests, normalement, c'est une mise en situation. Donc on a fait des mises en situation, on a augmenté les ratios, on a fait tout ça. Et vous avez une banque qui vous dit un jour, on a besoin de personnes, qui le lendemain a besoin en fait de 50 milliards, et qui en fait le surlendemain a besoin d'être reprise en toute urgence par une autre banque, UBS, qui n'en veut pas, qu'on soit très clair. L'UBS ne veut pas de Crédit Suisse. C'est une planche pourrie. Ils ont été forcés par la FINMA et la BNS, la Banque Nationale Suisse, à des conditions, c'est-à-dire qu'au départ, ils n'en voulaient tellement pas, ils en donnaient 1 milliard, et avec des conditions suspensives de dingue. Et les 50 milliards sont passés à 100 milliards 3 jours plus tard. Donc en fait, vous êtes dans un milieu où on vous explique que tout va bien, Madame la Marquise, et en 4 jours de temps, en fait, vous avez besoin de 100 milliards. C'est beaucoup, 100 milliards quand même. De garanties publiques, la Confédération a mis 9 milliards. Je vous rappelle que nous, on a 32 milliards de garanties sur Dexia. Aujourd'hui, en ce moment, l'État, dans son hors-bilan, a une garantie de 32 milliards pour Dexia. Donc, faut attention. En fait, ils ont vendu des produits toxiques aux collectivités en disant, regardez, vous allez vous financer à bateau. Et puis, il y a eu une petite clause qui disait, si ce fameux Libor passe au-dessus d'un certain taux, là, en fait, votre taux qui était bas devient prohibitif. Puis, bien évidemment, soit les gars parlaient même pas de cette clause, soit ils disaient, non, mais de toute manière, avant que le Libor remonte à tel pourcent, je ne sais plus exactement quel taux c'était, mettons 5-6%, ça se passera jamais. Sauf que, bien évidemment, ça s'est passé. Et vous avez des centaines et des milliers de collectivités qui ont payé mais des montants astronomiques pendant des dizaines d'années, qui ont dû refinancer des dettes, qui ont dû se serrer la ceinture à cause de ces bêtises. Bref. Donc, tout ça, donc là, on a la preuve, par exemple, que ça ne marche pas. Ça coûte une fortune, Dexia. On ne se rend pas compte. Et aujourd'hui encore, il faut qu'on se rende compte qu'on est en train de rentrer dans une crise. On n'a même pas nettoyé la merde, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça s'appelle, de la crise précédente. Et donc, pour revenir sur les régulateurs, donc vous avez BAL 3. Il ne faut pas oublier qu'une banque, ce qui fait la solidité d'une banque, ce n'est pas son bénéfice, ce n'est pas son chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce qui fait, c'est une banque, c'est jamais que c'est des épiciers les banquiers, hein, c'est des gens qui vendent un produit. Son stock. C'est ce qu'ils vendent et son produit, et donc c'est des grossistes, c'est des détaillants qui vont aller acheter de la monnaie d'un côté et la revendre de l'autre. Et donc ce qui compte, c'est qu'ils vont avoir des fonds propres pour pouvoir couvrir ces pertes-là. Et ce qu'il faut, c'est que, bien évidemment, les taux de financement en fonds propres soient moins chers que les taux derrière avec lesquels ils refont leur crédit. C'est vraiment bête comme chou. Hein. Mais ce qu'il faut regarder sur une banque, c'est la rentabilité de ses fonds propres. Et le problème, c'est comme ça que vous avez des McKinsey qui vous disent que les banques européennes, mais même dans le monde, c'est pareil, ne sont pas viables. C'est parce que vous vendez un produit moins cher que ce qu'il ne vous coûte à produire. Pour produire l'activité de base d'une banque, qui est de produire du crédit, eh bien, pour ça, vous avez besoin de fonds propres pour pouvoir produire ce crédit. Vous n'avez pas besoin de dépôts, vous avez besoin de fonds propres pour produire du crédit. Et ces fonds propres-là, en fait, ils vous coûtent plus cher que ce que vous fait gagner le crédit. Donc, tout le secteur, en fait, est en faillite potentielle. Et après 2008, on s'est dit, il faut que vous ayez beaucoup plus de fonds propres. Vous allez augmenter radicalement vos fonds propres. Et donc, ils ont dit BAL 3, et puis ils ont été négociés, tous ces gens-là, et puis ils ont dit, mais nous, on ne peut pas, c'est pas possible, si vous voulez nous augmenter nos fonds propres, on va s'effondrer.
Donc ils ont dit ah bon, mais quand même, et puis ils ont négocié, puis finalement le truc a fini, balle 3, ça a accouché d'une souris, c'est même pas d'un cafard. Alors les papiers, c'est les banques centrales qui rachètent les papiers, et on se rend pas compte, mais les banques, en particulier européennes, vous avez, après 2008, en fait, on s'est rendu compte que les banques européennes vendaient à tout le monde du dollar, des financements en dollars, tout ce que vous voulez, plein de produits en dollars, qu'elles faisaient semblant d'avoir. Mais en fait, elles n'avaient pas ces dollars. Et ça, c'est là où on arrive sur le secteur très bizarre des produits dérivés, qui est une espèce de mammouth qui est caché, et que donc toutes les banques européennes vendaient à tout le monde des dollars qu'elles n'avaient pas. C'est comme si... Et en fait, elles ont été sauvées par la Fed, pas par la BCE, parce que la BCE ne peut pas imprimer de dollars. Elles ont été sauvées par la Fed, et depuis 2008, en fait, vous vous rendez compte que la Fed, j'ai eu le chiffre il n'y a pas longtemps, il y a 36 000 milliards de swap, donc d'échanges de devises de la Fed avec d'autres grandes banques internationales. Alors c'est mondial, c'est pas que l'Europe, sauf qu'on sait que c'est très concentré en Europe. Et ce qui est important, c'est que c'est pas comme si les banques européennes avaient donné des euros et qu'on leur avait donné des dollars. Des contrats de swap, ça se renégocie toutes les semaines, tous les mois, ça se renégocie tout le temps. Et donc en fait, toutes les semaines, en fait, la banque peut retirer ces lignes de dollars et derrière, mettre en faillite le système européen qui a vendu des dollars qu'il n'avait pas. C'est ça le fond du problème. Et ça, une espèce de laisse monétaire qui a été mise, qui nous rend radicalement dépendants des États-Unis. Ah bah, l'indépendance financière, techniquement, on la perd avec Maastricht. Donc on la perd dans les années 90. Le traité de Maastricht, donc tout est déjà là, pour une manière assez simple, c'est que, et c'est ce qu'on a vu après, vous avez deux Europes, en fait. Vous avez, qui ont des rapports à la monnaie radicalement, qui sont très différents. Vous avez une Europe du Sud, qui est une Europe assez lâche monétairement, et dont on fait partie. C'est-à-dire que quand vous regardez la France, on a une gestion monétaire qui est catastrophique au XXe siècle, sauf à deux moments, qui sont au moment du franc Poincaré en 1928 et le franc Pinet sous De Gaulle quand il revient au pouvoir. Mais nous, on a des gestions monétaires qui sont catastrophiques habituellement. Et donc on a voulu mettre ensemble des gestions monétaires, on va dire un peu hasardeuses, avec des gestions au contraire très rigoureuses ou rigoristes à l'allemande. Ça ne pouvait pas marcher.